Bienvenue à tous dans cette séance de formation organisée par Medicom Group. Pour la dernière formation, je vais essayer très rapidement de vous euh, donner quelques éléments de base par rapport à ce sujet. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la présentation en public des résultats. Donc, on va essayer de donner quelques conseils pour rédiger sa thèse ou mémoire, mais également donner quelques règles de base pour la préparation d'une présentation PowerPoint. Au-delà de cet aspect également, on met l'accent sur les techniques qui sont très souvent utilisées en sciences. Maintenant, dans le cadre de cette présentation-là, nous allons respecter ces objectifs. En premier lieu, nous allons essayer de détailler sur le plan IMRAD, donc qui est un plan scientifique qui est très souvent utilisé dans le cadre de présentation scientifique. L'autre aspect également qui est que l'objectif, c'est une préparation à la présentation orale. Donc, c'est important et on va essayer de donner quelques éléments de base que la plupart des écoles donnent pour faire une excellente présentation en sciences. Maintenant, dans le cadre d'une présentation scientifique, ce qui est important, c'est de respecter ce qu'on appelle les principes de la rédaction scientifique. Et beaucoup d'écoles se sont retrouvées au niveau de ce qu'on appelle la structure IMRAD. Donc, IMRAD est un mot anglais qui veut dire un acronyme dont les sigles veulent dire d'abord le I, c'est l'introduction, M, méthodologie ou matériel et méthode, R comme résultat, le A comme end, D comme discussion. Donc, ça, c'est le plan de base qui a été retenu pour les présentations scientifiques, mais également la rédaction d'une manière générale de documents scientifiques, que ce soit le document PowerPoint, mais également un document Word. Il obéit à ces règles-là. Même au niveau des articles scientifiques, très souvent, c'est ça que vous allez voir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des écoles l'utilisent, mais quand même, ce n'est pas toutes les écoles. Également, à la suite des discussions, on peut y ajouter la conclusion et un résumé. Et très souvent également, des recommandations sont ajoutées à la fin de ces documents. Maintenant, la première phase de la présentation, c'est surtout de savoir l'élément qui vient en premier, c'est le titre de la présentation. Maintenant, pour le titre de la présentation, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre, il annonce le sujet de la thèse ou bien de la présentation avec le maximum de précision et de concision possible. Donc, si vous essayez de donner à votre sujet trop de concision, là, vous pourrez risquer de refléter le contenu de la thèse, c'est-à-dire vous donner toutes les informations dès le titre. L'autre également, si vous essayez de trop précis, vous risquez d'être long dans le titre de votre projet. Le titre également, il doit être court, maximum 15 lignes, donc entre 10 et 15 lignes. Les mots les plus importants du titre doivent être informatifs et doivent être en début de phrase. Donc, si le titre est une phrase, en début de phrase, vous devez mettre en premier, en exergue, les mots informatifs, qui sont les mots forts. Pas d'expression également inutile, n'utilisez que des mots informatifs. Par exemple, il y a beaucoup de pronoms que vous pouvez utiliser, des termes rhétoriques que vous pouvez utiliser, etc. On n'a pas besoin de ça dans un titre scientifique. On a besoin d'être concis et précis. L'autre élément à noter, il n'est pas inutile de vérifier les mots, même si votre thèse est déjà rédigée. Ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? Même si vous rédigez déjà votre document de thèse, de mémoire, présentation, etc., ça ne vous empêche pas de changer à chaque fois le sujet. Donc, vous pouvez changer votre sujet, le titre de votre sujet à chaque moment. Mais quand même, gardez dans l'esprit que le sens de la présentation, le sens du contenu ne doit pas être changé. Maintenant, après le titre vient l'introduction. Donc, plan IMRAD, introduction comme I. Maintenant, par rapport à l'introduction, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? L'introduction doit susciter l'intérêt du lecteur. Donc, dès le début de l'introduction, vous devez tout faire pour captiver le lecteur. Donc, le lecteur doit avoir cette envie-là de poursuivre la lecture.
L'introduction est très souvent organisée en 3 phases, comme vous l'avez vu quand on était dans les lycées. Mais là, on parle de la première partie qui expose l'aspect général de la problématique. Donc, dans la première partie de l'introduction, là, on fait référence à la problématique. Dans la deuxième partie, on pose l'aspect particulier de la question, c'est-à-dire notre question de recherche, et on termine par annoncer l'objectif du travail. Donc, dans ce cadre-là, l'objectif du travail peut être associé et accompagné par les hypothèses, mais quand même, c'est ces 3 parties principalement qui sont retrouvées au niveau de l'introduction. Ce qu'il faut noter également dans l'introduction, c'est que ce chapitre est souvent rédigé en cours de travail, en attendant les résultats de l'étude. Donc, on n'a pas besoin d'avoir tous les résultats de l'étude pour pouvoir rédiger notre introduction. Maintenant, après le I d'introduction, on passe à M, comme matériel et méthode ou méthodologie. Donc, matériel et méthode doit décrire précisément la population d'études. Donc, quelle est la population d'études? Notre sujet, on va travailler sur qui? Ça, c'est la population d'études. On doit également dire selon on cherche à évaluer, c'est-à-dire quels sont les objectifs, quels sont les paramètres que nous sommes en train de rechercher, d'écrire ou bien d'évaluer. À la suite de cela, également dans la méthodologie, on doit décrire les critères de jugement. Les critères de jugement, c'est les critères d'inclusion. C'est-à-dire, si on prend nos populations d'études, quels sont les critères d'inclusion, les critères de non-inclusion, mais également les critères d'exclusion qui doivent être expliqués dans cette partie. Également, vous devez expliquer le déroulé, décrire le déroulé étape par étape, c'est-à-dire c'est la méthodologie, c'est le protocole d'étude. C'est-à-dire, on va débuter l'étude à telle phase, on va faire notre échantillonnage telle phase, collecte d'échantillons telle phase, l'analyse des données, etc. Ça, vous devez être précis dans la période et les cadres d'étude. Le texte également doit être rédigé au passé. Au passé parce que dans la rédaction, il faut supposer que vous n'êtes pas encore arrivé à la phase de pratique. Ne doit pas également comporter de résultats ni de commentaires. Vous ne pouvez pas, dès la description de la méthodologie, parler de résultats. Donc, vous ne pouvez pas avoir de résultats ni de commentaires. C'est les règles de base. Vous parlez d'abord de la méthodologie avant de passer aux résultats et commentaires. À noter également que le lecteur doit pouvoir vérifier le travail effectué pour juger sa crédibilité. Donc, dès la méthodologie, le lecteur doit avoir cette capacité de jugement par rapport à votre travail. Maintenant, qu'en est-il des résultats? Pour les résultats, ils doivent présenter des résultats utiles. Donc, ne pas, dans le cadre de votre recherche, amener des informations qui n'intéressent pas le lecteur ou bien la société scientifique. Également, dans les résultats, il ne faut jamais mettre de commentaires dans les résultats, que ce soit dans une thèse, mémoire ou bien présentation PowerPoint. Il doit être également rédigé au passé, doit suivre un ordre rationnel. Par exemple, vous ne pouvez pas faire votre étude sur une population donnée, venir commencer par parler, par exemple, des pathologies que les personnes ont. Avant d'arriver à ce stade-là, il faut suivre un ordre rationnel. Ça veut dire d'abord décrire la population d'études, les résultats que vous avez eus en termes de démographie, par exemple, le ratio sexe. S'il y a des paramètres également qui viennent en premier lieu dans l'étude, vous parlez de cela d'abord. Donc, vous suivez un ordre rationnel. Les figures et les tableaux qui sont utilisés pour illustrer les résultats permettent de donner le maximum d'informations dans le minimum de place. Donc, les figures, on ne les utilise pas pour le plaisir des yeux, on les utilise pour résumer et également donner des informations d'une manière organisée, de façon synthétique et claire. Les chiffres que vous donnez dans les résultats doivent être cohérents. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on étudie les femmes, on étudie le paludisme, c'est les femmes enceintes sur une population de 1000 personnes et venir dans les résultats nous parler que de l'échantillon de 2500 personnes ou bien de 8200 personnes. C'est impossible. La note aussi à retenir ici, c'est d'éviter les pourcentages et les petits nombres. Parfois, l'erreur que beaucoup de jeunes chercheurs font, c'est l'échantillonnage. Lors de l'échantillonnage, ils ne font pas le calcul de l'échantillonnage. Ils ne n'essaient pas de déterminer quel échantillonnage est significatif par rapport à leurs études. Donc, il faut éviter de travailler sur des petits nombres. Il faut privilégier alors
les chiffres bruts si au cas où on travaillait sur de petits nombres. Maintenant, on reste toujours au niveau des résultats. Au niveau des résultats, il est important de le savoir. Parfois, des étudiants qui sont en année de thèse, mémoire, ne savent pas qu'il y a des réglementations par rapport aux tableaux et figures. Pour une meilleure information, il faut choisir entre tableau et figure. Et parfois, c'est les variables qui vont orienter, les variables que vous recherchez qui vont vous orienter vers quel type de figure vous avez. Je pense qu'à la fin de la présentation, on va partager un document qui va illustrer tout cela. Maintenant, les légendes et titres doivent contenir tous les éléments nécessaires à la compréhension des tableaux et figures. Donc, pour le lecteur qui va lire demain votre sujet, il doit être apte de comprendre un tableau, de comprendre une figure si vous y mettez des informations. Et ça, c'est la légende ou bien le titre qui peut l'indiquer. Ils doivent également être compréhensibles et indépendants du texte. Donc, vous ne pouvez pas mettre une information dans le texte et venir mettre ça également dans un tableau, mais également appelé dans le texte et numéroté dans les ordres d'apparition. Donc, si on doit discuter d'un résultat, le résultat peut être appelé, mais à travers le référencement. Un tableau également ou une figure est inutile si le résultat est donné clairement dans un texte. Donc, vous ne pouvez pas dire que ma population d'études était composée d'hommes et de femmes. Vous expliquez tous les détails d'une manière claire dans un paragraphe et revenir en arrière, mettre des tableaux pour vouloir illustrer la même chose. Donc ça, il faut l'éviter. Toujours par rapport aux résultats, quelles sont les règles de base de nomenclature des tableaux, mais également des figures? Pour les figures, on a une légende, pas de titre, on a une légende. Maintenant, par rapport aux légendes, on écrit en dessous de la figure et ils sont numérotés en chiffres arabes. Les figures, c'est la règle de base. Maintenant, par rapport au tableau, les tableaux, on écrit un titre et le titre est écrit au-dessus et sont numérotés à chiffres romains. Donc, c'est ça les règles de base qu'il faut tenir en compte. Une note également ici par rapport aux résultats, les unités de mesure doivent être indiquées. Les abréviations non standardisées doivent être expliquées. Par exemple, quand vous mettez un tableau, vous venez mettre l'âge d'une population, vous devez préciser que vous êtes en train de parler de l'âge. Donc, indiquez les mesures. Si c'est la taille, précisez également, c'est la taille, c'est en mètres, c'est en centimètres, c'est en millimètres. Précisez cela. Également, si vous mettez des abréviations, par exemple, quand vous utilisez, par exemple, kilogramme kg, tout le monde sait ce kilogramme veut dire kg. Mais quand même, dans le cas contraire, il faut préciser cela. Maintenant, l'avant-dernière partie par rapport au plan IMRAD, c'est la discussion. Maintenant, pour la discussion, comme son nom l'indique, le but est d'interpréter le travail réalisé. C'est-à-dire, on va expliquer, on va discuter le travail qu'on a réalisé. Il convient d'exprimer personnellement ce que l'on pense, c'est-à-dire des résultats que nous avons obtenus, quelle analyse ou explication peut-on savoir. Et ici, on n'utilise pas d'émotion ni d'expression émotionnelle. C'est-à-dire, on ne rend pas subjectif notre travail. On essaie d'être plus objectif possible. On utilise également le passé, les règles de base du plan IMRAD. On utilise également le passé si on veut développer. Ne pas également répéter ce qui a été dit dans l'introduction. Donc, on ne va pas discuter en prenant des copies-collées au niveau de l'introduction. Non. Aucun résultat nouveau ne doit être donné. Donc, au niveau de la discussion, on va discuter les résultats qu'on a présentés au niveau des résultats. Maintenant, au niveau de la discussion, il est formellement interdit de revenir, recréer, proposer, donner et dire des résultats. Toujours dans la discussion, il n'existe pas de plan d'une manière globale, mais quand même, il y a des objectifs qui sont recherchés. Et ces objectifs-là sont principalement 3.
D'abord, dire si l'objectif exposé dans l'introduction a été atteint. Parce que n'oubliez pas, dans l'introduction, on a parlé principalement de 3 parties. La 3e partie, faisait référence aux objectifs. Objectif, il y a objectif général, objectif spécifique. Maintenant, pour les objectifs, vous devez dire dans la discussion à un moment donné, est-ce que vous avez atteint vos objectifs. En 2e partie, par rapport toujours à la discussion, vous devez identifier et expliquer les biais sans autocritique excessive. C'est-à-dire ici, vous avez fait votre recette scientifique, il y a des biais, il y a des erreurs de manipulation, il y a des erreurs d'adaptation de protocole. Vous devez en parler sans pour autant aller dans un dérapage. 3e élément également à prendre en compte, c'est de comparer les résultats observés à ceux d'autres qui peuvent être observés. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que il ne faut pas faire l'inexactitude dans la transcription des résultats que vous avez. C'est-à-dire, vous devez éviter au maximum de discuter d'une manière erronée les résultats que vous avez. Donc, les variables que vous avez définies dès le début, vous devez en tenir compte pour pouvoir discuter. Maintenant, dans la conclusion, maintenant pour terminer, elle prend en compte les points importants de chaque chapitre de la thèse. Elle met en valeur également des messages clés de l'étude. Elle permet de terminer en exprimant des incertitudes. C'est-à-dire là, vous faites ce qu'on appelle ouverture de perspective. Vous avez ouvert une porte, vous êtes entré, vous avez fait votre activité. Là, vous ouvrez une perspective dans votre introduction. Donc, ça permet de se projeter dans d'autres aspects. Maintenant, pour le résumé est la partie la plus lue. Parce qu'au niveau des thèses, il y a une partie réservée au résumé, donc qui est très souvent lue. La structure de ce résumé-là va respecter le plan INREP avec 2 ou 3 phases par chapitre. Phrase par chapitre, ne doit pas également contenir d'appel à une référence. Donc, au niveau du résumé, il ne faut jamais mettre de référence, il ne faut jamais mettre d'abréviation. Parce que la personne qui va lire votre résumé n'a pas besoin de ces informations-là. Il a besoin de lire un résumé. Donc, si vous lui mettez une référence, ça veut dire qu'il doit aller rechercher cette référence-là de la même manière que les abréviations. Maintenant, on va parler de la 2e partie de cette présentation, la préparation à l'oral de la présentation. Donc, la préparation à l'oral, d'abord, il faut voir avant. C'est-à-dire, avant de faire une présentation orale, il faut d'abord savoir que déterminer 3 éléments essentiels, qui sont d'abord l'objectif, la conception des diapos, s'il s'agit d'une présentation à l'oral, la préparation également avant la dite présentation. Maintenant, pour la présentation à l'oral, il faut savoir que l'objectif principal, il faut le déterminer. Donc, je vais intervenir pourquoi. Ça, c'est la première règle. 2e aspect également, noter par écrit les étapes pour y parvenir. Donc, dire que ces objectifs-là que je veux atteindre, quel chemin je vais utiliser pour pouvoir y accéder. Également, on doit être structuré dans la réflexion qu'on est en train de mener. On doit essayer d'organiser notre réflexion pour pouvoir dire que je dois aller quitter un point A pour aller vers un point B. Je dois suivre cette exploration, mais ainsi, quelle réflexion je dois mener et encadrer ces réflexions-là. Dernier aspect par rapport à l'objectif, il faut utiliser également des mots-clés ou des idées redirigées. C'est-à-dire, il faut au maximum synthétiser ce que vous êtes en train de faire en utilisant ces mots-clés. Maintenant, toujours l'avant-présentation orale, il faut savoir également qu'il y a la conception des diapositives ou slides qui est très important. Donc, slide en anglais veut dire diapositive. La règle de base par rapport à la conception de diapositives, c'est quoi? Il faut être précis, être concis et être impactant. C'est-à-dire toutes les informations qu'on mettra sur la diapositive doivent être des informations utiles. Il faut également être épuré et agréable en termes de lecture, de design et de couleur. Il y a des règles de base à respecter quand vous faites une diapositive pour présenter en public. D'abord, épuré, c'est que votre texte doit être aéré. Une personne doit avoir cette capacité-là à lire au niveau de vos diapositives sans difficulté majeure.
Il y a des nombres de lignes à respecter. Selon les écoles, ça peut aller de 7 à 10 lignes. Il y a d'autres écoles qui te disent maximum 10 lignes par diapositive. Il y a également par rapport aux couleurs, on te dit maximum, chaque diapositive doit contenir maximum 3 couleurs. Également, la taille des polices doit être réglementée. L'espacement, l'interligne également, c'est calé à 1,5 pour beaucoup d'écoles, etc. Ces règles de base-là, il faut les maîtriser et les respecter. Et ceci, on peut vous aider par les masques de saisie. Les masques de saisie, vous les faites une fois et chaque fois que vous voulez préparer une présentation, le masque de saisie va automatiquement s'adapter à votre présentation. Dernier aspect également par rapport à la préparation, c'est ce qu'on appelle les répétitions. Les répétitions sont essentielles dans ce travail-là parce que les répétitions vous permettent de toujours préparer ce que vous êtes en train de faire. Les répétitions vous permettent de préparer et de connaître vos erreurs et vos limites. Les répétitions vous permettent également de savoir qu'est-ce qui vous manque, quelles sont vos limites, etc. Donc, d'où la nécessité de pouvoir y aller. Maintenant, par rapport à la mise également, c'est important. La mise est importante dans le sens où, quand vous devez présenter en public, vous devez respecter, comme le disait professeur Kebambaye, vous devez respecter votre mise. Maintenant, par rapport à respecter à la mise, c'est bien se saper, respecter l'auditoire, toujours respecter l'espacement, respecter également son environnement avant d'aller rejoindre la présentation. Maintenant, pendant la présentation, quelles sont les règles à prendre en compte? Il faut se dire que quand je dois m'adresser à un groupe, je dois capter l'attention de mon auditoire. C'est important. C'est-à-dire, vous devez utiliser des techniques qui vous permettent dès le début de captiver les personnes qui vous écoutent, de les captiver dans le sens où ils seront concentrés à votre présentation. L'autre aspect également, c'est adapter votre présentation à votre public. Quand vous devez présenter devant des professeurs d'université et que vous devez présenter devant des étudiants, c'est différent. Quand vous devez présenter devant un grand public en tant que personnel de santé, c'est différent. Donc, il faut adapter votre manière de communiquer à votre cible. Voilà. L'autre adaptation également à faire, c'est l'adaptation de votre présentation à votre public. Utilisez également des textes courts, concis, mais également des illustrations parlantes. Donc, les présentations diapositives, ce n'est pas des bibliographies de textes. Une présentation diapositive, vous mettez des bouts de mots. Le reste, vous le dites. Utilisez donc des textes courts, concis, mais vous pouvez également utiliser des illustrations comme des images, des figures, des schémas, etc. pour vous expliquer. Dernier aspect par rapport à pendant la présentation, il faut dynamiser votre présentation. C'est-à-dire vous devez avoir des rythmes dans la présentation. À un moment donné, vous devez élever la voix pour réveiller votre public. Vous devez amener votre public à se concentrer au maximum sur ce que vous faites. Mais également au niveau de vos diapositives, selon l'école également, vous pouvez animer vos diapositives pour rendre plus agréable le fait qu'on vous suive. Maintenant, pour terminer avec cette partie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles également à respecter, mais d'autres erreurs également à ne pas commettre. Parmi les erreurs à ne pas commettre, c'est de multiplier les diapositives. Multiplier les diapositives, c'est de penser impressionner les personnes qui vont vous suivre, venir préparer 52 diapositives au lieu de 2, 3, 4 diapositives. Ça, c'est catastrophique. Il faut éviter de multiplier les diapositives inutilement. Il y a des informations que vous pouvez réunir sur les mêmes diapositives. OK? Deuxième aspect également, c'est de rédiger des textes trop longs. Une présentation, même si c'est une présentation sur Word, on ne vous demande pas d'écrire des textes qui sont trop longs pour seulement présenter. Il faut éviter également d'écrire une diapositive, mettre une information et revenir lire mot à mot ce que vous avez écrit, c'est-à-dire ce que vous avez rédigé correspondant mot à mot à l'exposé oral. Ça, on le voit souvent et c'est catastrophique. Il faut éviter à chaque fois
d'écrire une diapositive, Sidi va à l'école et venir à l'oral dire Sidi va à l'école. Quand même, si vous écrivez Sidi va à l'école, à l'oral, vous devez dire Sidi va à l'école par telle voie, par moyen de transport. Avant d'arriver à l'école, il passe par corniche est, corniche ouest, etc. Mais vous ne devez pas dire, écrire Sidi va à l'école et venir lire Sidi va à l'école. Ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas commettre avec les présentations en public. Il faut également éviter d'abuser des sons et animations. Parce que parfois, les diapositives vous permettent d'ajouter des sons ou bien des animations. Ça, il ne faut pas en abuser. Peut-être si vous étiez à l'école des arts, vous pouvez en abuser, etc., pour créer des animations, etc. Mais là, nous sommes en sciences. Donc, vous devez éviter au maximum d'utiliser les animations et également des éléments sonores. Il faut se contenter de lire son document. Donc, dès que vous avez préparé une présentation, vous devez respecter la structuration de votre présentation. Vous ne pouvez pas venir mettre une diapositive préparation à l'oral et nous lire une diapositive sur autre chose. Voilà. Vous devez également éviter de tourner le dos à l'auditoire. Parfois, on le voit dans les universités, des étudiants qui présentent mais qui ne regardent jamais son auditoire. Ils sont là fixés sur le tableau, fixés sur les diapositives, ils ne regardent nulle part. Ça, ce n'est pas une présentation. Une présentation scientifique, c'est une connexion entre l'auditoire et le présentateur. Donc, il ne faut jamais tourner le dos à son auditoire. Et dernier aspect également des éléments qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des images, illustrations ou photos qui ne sont pas libres. Surtout quand vous êtes dans le milieu professionnel. Parce que dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de sensibilité. Donc, il faudra éviter de partager des informations qui ne sont pas autorisées. Il faut éviter de prendre des images qui ne sont pas autorisées, etc. C'est pourquoi on a créé les références. Les références, c'est pour dire que j'ai pris une information telle et je l'ai ramenée telle. Donc, c'est tel qu'il a fait. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et je termine par cette image-là qui résume ces ateliers de formation que nous organisons à travers Medicom Group. Donc, ici, on voit 2 bougies et une citation de Bouddha. La citation, on nous dit, des milliers de bougies peuvent être allumées à partir d'une seule bougie et la vie de la bougie ne se raccourcira pas. Par le bonheur ne diminue jamais en étant partagé. Donc, la connaissance que nous essayons de partager ne va jamais diminuer ce que nous connaissons déjà. Ça va au contraire l'augmenter. Donc, je vous remercie et s'il y a des éléments de questions, on va y répondre. Donc, vous pouvez activer votre micro quand vous voulez ou bien lever votre main. Levez votre main quand vous voulez également. Est-ce qu'il y a des questions? Docteur Daouda, vous me recevez bien, j'espère. Oui, docteur Djibi. Ok. Une très belle présentation, vraiment. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation ou aux autres présentations, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de questions, donc on va permettre à nos invités de prendre la parole pour dire un dernier mot avant qu'on ne clôture la séance. Donc, on va donner d'abord la parole à Serif. Serif, donc j'aimerais le remercier avant de cela parce que Serif a voulu participer à cette séance de formation. Et d'habitude, les séances de formation sont payantes parce que là, on a fait une formation accélérée. Mais il y a d'autres types de formations qui prennent plus de temps parce que ça permet d'accompagner carrément l'individu jusqu'à qu'il maîtrise tous les outils.
Donc, nous remercions Serif qui est actuellement, Dr. Serif qui est actuellement assistant chercheur en Guinée. Donc, il est quelqu'un de très engagé. Donc, il y a Galaxy qui a levé la main. Galaxy, vous pouvez intervenir. Ah, ok, j'ai vu votre question. Donc, il a dit quel est le nombre de diapositives recommandé pour une présentation en public. Bon, pour une présentation en public, le nombre de diapositives dépend uniquement du temps qui vous a été donné. Par exemple, quand vous devez présenter un sujet, on vous dit la présentation doit durer, par exemple, 1 heure de temps. Vous devez au maximum avoir des diapositives. Mais par contre, si on vous dit 15 minutes, il faut résumer vos diapositives, diminuer vos diapositives, mais à l'oral, donner beaucoup d'informations. Je vous donne un exemple. Pour le master, quand vous faites votre mémoire, vous devez présenter en 10 à 15 minutes. Et c'est noté. Maintenant, pour le PSD, la présentation peut aller jusqu'à 45 minutes. Parce que le PSD, c'est minimum 3 ans de formation et de recherche. Donc, il n'y a pas de règle, nombre fixe de diapositives qui a été donné par les écoles, mais quand même, c'est de pouvoir se dire que j'ai une présentation qui doit durer 15 minutes. Donc, théoriquement, je dois faire sur chaque diapositive 30 secondes. Donc, à partir de là, vous devez déterminer le nombre de diapositives que vous devez avoir. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, M. Bokar. Voilà, merci beaucoup. Je pense que, voilà, merci beaucoup, M. Bokar, et bienvenue également. Je ne vais pas remarquer votre présence. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est bon. Je vais donner maintenant la parole à Dr. Serif. Il va dire son dernier mot par rapport à la formation et vous dire que lui également, il est dans cet aspect-là de donner des formations pour des étudiants en Guinée, mais également dans l'international. Et nous lui remercions en tout cas de nous avoir accompagnés pour cette formation. Et nous promettons également à tout le monde de peaufiner d'autres types de formations, de les améliorer également. Parce que depuis 2018, nous faisons ces ans de formation là à la faculté de médecine. Et c'est juste pour partager de la connaissance. Donc, Dr. Serif, je vous donne la parole pour votre dernier mot. Merci, Dr. Djibi. Merci pour la parole donnée. Et merci à tous les participants qui ont pris de leur temps depuis hier pour assister à cette session de formation organisée par Medicom Group. Et donc, tout le plaisir était à moi de participer vraiment à cette session et d'apporter un de plus aux différents participants. Donc, ceci dit, merci à Dr. Djibi pour vraiment la collaboration et la confiance. Et j'espère que à l'issue, à la sortie de cette formation, les participants quand même arrivent à ajouter, à avoir un de plus sur leur background. Et on espère que les astuces et outils partagés pourront vraiment les aider si ceux qui sont dans le cadre de l'exercice de leur thèse a réussi avec vraiment brio leur thèse du début jusqu'à la fin, parce que c'est justement ça l'objectif de cette formation. Et c'est pour faire en sorte que les étudiants ne retardent pas trop sur leur thèse et aussi produisent des résultats vraiment de qualité à la fin de leur thèse d'exercice. Donc, du coup, tout le plaisir à moi. Et comme le disait Dr. Djibi, je pense que une dernière chose sur laquelle on n'a pas trop approfondi, c'est plutôt l'analyse de données. Donc, ceci dit, une session sera en collaboration avec Medicom, organiser les jours à venir sur comment, une fois les données collectées, on a notre base de données, quels outils on pourrait utiliser pour analyser les données et ressortir les types, les tableaux ou les graphiques qu'on a envie d'avoir. Donc, il y a plusieurs outils. On verra en fonction du temps et de l'engagement de chacun quel outil on va essayer de proposer et de faire dérouler afin que chacun puisse être autonome, non seulement dans la collecte des données, mais dans l'analyse aussi de ces données collectées. Donc, Dr. Djibi, c'est un peu ça. Merci. Et merci à Dr. Daouda pour la qualité vraiment des informations partagées sur la gestion de références. Je pense que c'était vraiment au complet et ça aidera beaucoup les participants pour cette session. Merci, Dr. Djibi, et à vous. Vraiment, merci beaucoup, Dr. Serif, pour la disponibilité.
mais également informer à tout le monde qu'on va organiser une séance qui sera très poussée par rapport à l'analyse des données. Et lui-même, il va manager cela, Inch'Allah. Et on va utiliser les grands groupes. Merci beaucoup, Dr. Chérif. Donc, Dr. Daouda, on vous donne la parole pour vos mots de clôture. Merci beaucoup, Dr. Djibi Sow. Merci aussi à Dr. Chérif pour votre intervention de tout à l'heure. Bon, je ne vais pas trop tirer à longueur. En tout cas, je remercie tous les participants et je remercie aussi Midi comme groupe pour cette opportunité offerte afin de pouvoir partager le peu que nous savons et aussi de vraiment avoir plus de connaissances par rapport à certains sujets qui peuvent sembler parfois simples mais très complexes. En tout cas, merci à tous, merci aux participants et j'espère qu'il y aura d'autres informations auxquelles nous pourrons participer en tant qu'apprenants aussi. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr. Daouda. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions nouvelles qui sont posées actuellement. Et j'ai vu une question qui a été posée par Djemé, à savoir est-ce que c'est possible. Effectivement, nous allons prévoir de faire des formations en présentiel. Donc, je remercie tout le monde, je remercie également Dr. Daouda pour sa disponibilité et surtout sur son intervention de qualité qu'il a fait aujourd'hui. Je pense que ça a été exhaustif et également la pratique va être importante, surtout quand on mettra la vidéo en ligne. Ça permettra à tout étudiant aujourd'hui du Sénégal et d'ailleurs de pouvoir se ressourcer par rapport à votre présentation. Donc, je remercie également aux personnes qui sont en ligne, mais également aux personnes qui nous retrouveront sur Google, sur YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup déjà qui commencent à demander les vidéos. Et Inch'Allah, on fera tout pour vous rendre disponibles ces vidéos-là et également prévoir d'autres types de formations. Donc, je remercie à tout le monde et ceux qui sont présents en ligne et ceux qui nous ont accompagnés à préparer cette formation-là. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, donc on se dit au revoir. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à la prochaine.